Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Mobilisation pour le respect de la liberté de la presse au Niger. Les récentes arrestations de 2 journalistes ont relancé le débat. Les acteurs du secteur dénoncent les multiples tentatives d'intimidation et appellent à une mobilisation pour défendre leurs droits. Prolongation de l'état d'urgence à compter du mardi 21 juin 2016 en Tunisie. Après avoir consulté le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée des représentants du peuple, la présidence tunisienne l'a annoncé ce lundi. Décryptage à suivre dans ce journal. Et puis la menace terroriste au Tchad a des répercussions sur l'économie du pays. Nous verrons que sa balance commerciale est fortement freinée à cause de la perturbation des couloirs de transit entre le Tchad, le Cameroun et le Nigeria. Mais avant de développer ces titres, condamnation de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo. Le tribunal de paix de Lubumbashi, Kamalondo, vient de condamner l'ancien gouverneur à 36 mois de prison ferme pour l'achat illégal d'un immeuble à Lubumbashi. L'opposant congolais doit également payer une amende de 3 milliards de francs CFA. Les avocats de Moïse Katumbi, présents au procès, n'ont pas été autorisés à représenter leurs clients. Le tribunal de paix a soutenu que lorsque le prévenu est poursuivi pour une infraction dont la peine est de plus de 5 ans, sa comparution personnelle est obligatoire. Au Niger, malgré l'existence d'une loi sur la dépénalisation des délits commis par voie de presse, 2 journalistes ont été arrêtés, jugés et condamnés. Les associations socio-professionnelles des médias manifestent leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient d'entrave à la liberté d'expression. Explication dans ce reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Au Niger, les associations socio-professionnelles des médias se mobilisent pour barrer la route à toute tentative de remise en cause de la liberté de la presse. Et pour cause, l'arrestation et la condamnation à 3 mois de prison avec sursis de 2 journalistes de l'hebdomadaire nigérien Le Courrier. Ali Soumana et Moussa Dodo, respectivement fondateurs et directeurs de publication du journal, ont été arrêtés et jugés pour avoir publié des documents relatifs à une fraude à un concours impliquant d'importantes personnalités. Le procureur les a inculpés du chef d'accusation de divulgation de documents issus de perquisitions. Et il les a placés sous mandat de dépôt, en violation flagrante des dispositions pertinentes de la loi 2010-35 du 4 juin 2010 qui précise clairement que la détention préventive est interdite. Aucun juge ne peut décerner ni un mandat d'arrêt ni un mandat de dépôt contre un journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Le Niger est souvent cité en exemple pour avoir été l'un des premiers pays à signer en 2011 la déclaration de la montagne de la table qui dépénalise les délits de presse. Déjà en 2010, une loi a remplacé les peines d'emprisonnement des journalistes pour des délits de presse par une amende pécuniaire. Cependant, depuis 2015, les professionnels des médias font l'objet d'intimidation à travers des détentions préventives, dénoncent les organisations socio-professionnelles des médias. Aujourd'hui, le juge les a condamnés avec 3 mois de sursis. Alors, nous avons demandé à nos confrères d'interjeter appel parce que nous ne sommes pas d'accord, parce que la loi a été violée et nous ne pouvons pas continuer à accepter que la loi soit continuellement violée par des gens qui, du reste, ont promis de respecter cette loi. En janvier 2015, plusieurs médias avaient fait l'objet de violences policières pour avoir couvert les manifestations qui avaient suivi les attentats de Charlie Hebdo à Paris et leur matériel de reportage et téléphones confisqués. Le Niger occupe en 2016 la 52e place sur 180 pays dans le classement de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Tension à Bangui, capitale centrafricaine. Ce lundi, des tirs d'armes lourdes et légères ont fait fuir des habitants du 3e et du 5e arrondissement vers d'autres quartiers de la capitale. Cette fuite a été provoquée suite à une opération qui visait des éléments d'un groupe d'autodéfense du PK5 qui ont pris en otage 5 policiers dimanche à la suite de l'interpellation de 2 des leurs. Le bilan des combats s'élève à 7 morts et 13 blessés. La MINUSCA affirme qu'un casque bleu a été blessé par une grenade.
Tchad. Dans un même temps, au nord du pays, 15 personnes ont été tuées et une vingtaine blessées dans des affrontements. Ils ont opposé dimanche et lundi des éleveurs Peul à des hommes de l'ex-rébellion à Seleka. L'actualité, c'est également l'état d'urgence prolongé d'1 mois en Tunisie. Cette mesure d'exception est en vigueur depuis l'attentat suicide qui a visé un bus de la garde présidentielle à Tunis en novembre 2015. La décision a été annoncée ce lundi et restera en vigueur jusqu'au 21 juillet. Décryptage des causes et conséquences avec Anne-Marie Diaz-Borges. 4e prolongation de l'état d'urgence en Tunisie. Depuis ce mardi 21 juin 2016, le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, a ainsi de nouveau accordé des pouvoirs d'exception à la police et à l'armée pour 1 mois supplémentaire. Le pays a été frappé en 2015 par 3 attentats majeurs revendiqués par l'État islamique. Depuis lors, la menace terroriste persiste malgré les nombreuses mesures prises. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est de tenter de limiter les risques d'incursion de groupes terroristes qui viendraient de la Libye voisine, d'autant que le Daesh, l'État islamique très très implanté en Libye, est en train de subir des revers militaires successifs. Et la crainte pour les autorités tunisiennes, c'est de voir des desperados terroristes quitter la Libye pour venir commettre des attentats terroristes en Tunisie, qui est le pays le plus fragile du Maghreb. Mais ça peut aussi se produire dans d'autres pays comme l'Algérie ou le Maroc qui ont été régulièrement menacés depuis maintenant 2 ans. La Tunisie craint donc de nouveaux attentats. Le président Béji Caïd Essebsi avait proclamé l'état d'urgence dans tout le pays le 24 novembre 2015 suite à un attentat revendiqué par le groupe État islamique contre un bus de la sécurité présidentielle. L'état d'urgence avait ensuite été prolongé en décembre de 2 mois jusqu'au 21 février 2016, puis une nouvelle fois pour 1 mois et encore pour 3 mois en mars de cette année. Là, je pense qu'ils vont bien devoir trouver une solution politique rapidement parce qu'effectivement, on ne peut pas vivre dans une situation d'état d'urgence permanente. Ça provoque finalement des contestations. Ça finit aussi par provoquer, ces contestations génèrent aussi de l'instabilité politique ou institutionnelle. Donc, on ne peut pas vivre sous la menace permanente de cet état d'urgence parce qu'il y a le terrorisme. Je pense qu'il faut surtout renforcer les institutions qui sont aujourd'hui légitimes pour la première fois dans un pays arabe et renforcer la démocratie. Et pour cela, il faudrait effectivement qu'à la fin du mois de juillet, l'état d'urgence soit levé et qu'elle permette aux citoyens et à tous les Tunisiens d'exercer pleinement leur citoyenneté, notamment le droit de grève ou le droit de manifester. La prorogation de l'état d'urgence en Tunisie jusqu'au 21 juillet porte atteinte par ricochet au secteur du tourisme. La Tunisie a en effet perdu en 2015 1 million de touristes comparativement à l'année précédente. Des mesures de sécurité spécifiques ont ainsi été prises pour assurer le bon déroulement de la saison estivale pour l'année 2016. Un dispositif sécuritaire de 1500 agents et 72 postes de sécurité supplémentaires ont été mis en place en vue de sécuriser les plages, les circuits touristiques et la voie publique. Au-delà de l'aspect sécuritaire, les actions terroristes de la secte Boko Haram affectent dangereusement les échanges commerciaux entre le Tchad, le Cameroun et le Nigeria. Les opérateurs économiques tchadiens tirent la sonnette d'alarme et appellent à des mesures concrètes garantissant les transits entre ces pays de la sous-région. Reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Deo Gracias Podo. Le Tchad peine à équilibrer sa balance commerciale ces dernières années. La perturbation des couloirs de transit entre le Tchad, le Cameroun et le Nigeria par la secte Boko Haram a fortement affecté l'économie tchadienne, en particulier le commerce. Et les importations de marchandises de première nécessité restent les secteurs les plus touchés, avec une chute de 40% en 2 ans. Une perte considérable pour l'État tchadien. Au Tchad, tout le commerce transfrontalier connaît quand même des graves perturbations. C'est vraiment le calme plat et beaucoup s'en plaignent. Comme vous savez, nous ne sommes pas dans la même zone monétaire que le Nigeria et par conséquent, leur monnaie ne nous intéresse pas trop. Donc les gens exportent du bétail et en contrepartie, ils importent des marchandises. Et donc c'était vraiment un commerce qui était très très florissant et qui faisait énormément de recettes au titre même de l'État. Mais du fait de cette interruption de départ,
de nos animaux, ce qui fait que la chaîne s'est totalement interrompue. Les menaces terroristes imposent aux transitaires tchadiens des contournements inhabituels pour les échanges commerciaux avec les pays voisins. Conséquence, les coûts de transport jouent énormément sur les prix des marchandises à l'intérieur du pays. Cette fermeture de frontières, ça nous enclave de plus, une fois de plus, et ça nous apporte vraiment des difficultés. Nous avons des marchandises à transporter qui se périssent ici dans nos magasins. Vous voyez un peu, donc c'est un déficit qui est vraiment insupportable. Et puis, nous avons besoin de certains matériels qui sont à l'étranger, mais on ne peut pas en avoir accès à cause de cette insécurité. Auparavant, la route ici, N'Djamena, Cameroun, c'est un truc de 100 km. Nigeria, c'est 100 km. 200 km, tu es à Maïdougouri. Mais aujourd'hui, il faut continuer à peu près de Difa, aller vers le Kano, sortir vers le Niger, sortir par le Kanem, le lac Tchad et revenir ici. C'est un truc de presque 1000 km. En attendant une solution pérenne, les autorités tchadiennes ont rassuré les transitaires et les exportateurs de bétail de mettre à leur disposition des forces de défense pour sécuriser leurs convois entre les frontières. Une mesure qui semble soulager le commerçant tchadien en ce moment de crise sécuritaire. L'Afrique, un continent avide de consommation, 2 fois plus de ménages aisés que le Royaume-Uni, un marché de 1,1 milliard de consommateurs, plus nombreux que la population combinée de l'Europe et des États-Unis. Voilà l'Afrique de 2020, selon une enquête du Boston Consulting Group diffusée ce mardi. Le continent possède un atout économique incontestable, comme nous l'explique Deo Gracias Okpodo. Selon une récente étude du Boston Consulting Group, un cabinet international de conseil en stratégie, le nombre de consommateurs africains dépassera le milliard de personnes d'ici les 5 prochaines années, soit bien plus que l'Europe et l'Amérique réunies. Longtemps considéré comme un marché peu rentable, l'Afrique pourrait faire changer d'avis aux investisseurs, eu égard notamment à la dynamique de sa croissance. Nous sommes en train de changer de paradigme parce que nous sommes en train de passer des besoins de subsistance vers des besoins qui sont générés par l'innovation. Aujourd'hui, l'offre crée sa demande en Afrique, surtout que les populations sont très optimistes. Maintenant, comment l'Afrique arrive à tirer ce potentiel, c'est-à-dire comment l'Afrique arrive à réaliser ce transfert de technologie en apprenant des industries extérieures, mais en faisant comme la Chine, c'est-à-dire développer sa propre technologie interne, la protéger et faire en sorte que elle puisse être viable. Tout l'enjeu reste à ce niveau. Je pense que l'Afrique doit pouvoir y arriver. Au cours des dernières années, la plupart des pays africains ont opté pour une diversification de leurs économies et entrepris de multiples stratégies pour promouvoir une classe moyenne. Conséquence, la demande de produits de consommation, de services et bien d'autres encore a enregistré une hausse portée par les taux de croissance à 2 chiffres, surtout dans la partie occidentale du continent. Les réseaux de distribution des biens et services se sont améliorés, tout comme les efforts en faveur de l'accès aux télécommunications et à Internet. Le commerce en ligne offre de nouvelles opportunités aux consommateurs africains qui s'adaptent à une nouvelle réalité. Il y a une sorte de retour d'un afro-optimisme qui est témoigné par ces rapports. Mais pour ma part, il faut rester très très prudent et surtout croiser les données issues de ces rapports avec d'autres éléments de réalité. Ce qu'on doit retenir, c'est que l'Afrique est le continent de l'avenir et qu'il faut donc encourager les investisseurs à s'intéresser au continent africain et de l'autre côté, encourager les États africains eux-mêmes à faire des efforts sur le plan structurel, sur le plan de la stabilisation du cadre macroéconomique pour que justement les investisseurs qui s'intéressent de plus en plus au continent africain y trouvent les conditions les plus appropriées pour avoir des retours sur investissement satisfaisants. Les perspectives économiques portées par la consommation sur le continent africain sont encourageantes, mais un certain nombre de handicaps demeurent. Les spécialistes évoquent notamment la faible bancarisation, les défis de la bonne gouvernance, le climat des affaires dans bon nombre de pays africains. Mais ils restent optimistes. Les nouvelles technologies, l'émergence d'une classe moyenne ou encore la croissance démographique devraient être des atouts en faveur du développement du continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.